Chers amis, bonjour. Lundi de Pâques. Lundi de Pâques. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, je vais vous parler des enfants. Je vais vous parler des enfants. Ce matin, il y avait un pédopsychiatre qui était invité sur France Inter et qui a parlé d'un site. Donc, il faut aller écouter Léa Salamé ce matin sur France Inter. Je vais penser à donner le site. Parce qu'il expliquait évidemment que c'était les enfants qui étaient en première ligne et qui, du coup, prennent des coups, quoi, éventuellement. Ce qui est effectivement particulièrement inquiétant. Alors, moi, je vais essayer d'être synthétique, on va dire. Moi qui prêche le naturel, c'est vraiment... Bon, bref. Euh, Déjà, de façon plus générale, alors vous allez me dire que je passe du coq à l'âne, mais l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je veux dire, on ne peut pas parler uniquement des enfants et puis éluder aussi la politique au sens le plus large. Parce que justement, l'un dépend de l'autre aussi. Face à la crise actuelle, il y a 19 présidents de département qui réclament l'instauration d'un revenu universel. L'idée du revenu universel, elle a été portée par Benoît Hamon depuis plusieurs années. C'est pas lui qui en est complètement à l'origine, ça existait avant, ça a été mis sur pied déjà avant, mais c'est quelque chose qui faisait son chemin petit à petit et qui devient, à mon avis, effectivement, je dirais pas indispensable, mais pas loin, quoi, vraiment. Bon, donc ça, je pense que c'est hyper important. Euh, je le dis là parce que c'est fondamental. Ce matin, il y avait aussi sur France Inter, oui, vous allez me dire, je cite toujours France Inter, oui, effectivement. Je me faisais la réflexion en me levant ce matin que Radio France et France Télévisions faisaient juste un travail phénoménal, quoi. Et oui, j'ai une mèche qui redit que je suis une autodidacte du brushing, donc des mèches qui redit. Bon, bref. Il y avait ce matin, oui, je disais donc que France Télévisions et Radio France faisaient un travail qui me met sur le cul. Bon, je suis un peu en pétard parce qu'on m'empêche de jouir de ma télévision normalement, et donc ça me met en pétard parce que du coup, il y a des choses que je vois pas. Mais ils s'adaptent vraiment à la situation et notamment il y a des trucs très intéressants au sujet de France 4 qui étaient censés disparaître et qui aujourd'hui on se dit ah bah tout compte fait c'est pas si mal que ça. Et je pense que France 4 c'est vachement utile parce que c'est là justement que c'est sur cette chaîne qu'est diffusé tout un tas de programmes destinés aux écoliers qui sont à la maison et donc j'ai oublié le nom évidemment, mais c'est extrêmement important que ça ait lieu pour que les gens qui n'ont pas d'ordinateur ne soient pas défavorisés. Donc c'est hyper important d'y avoir recours. Comme quoi ça a son utilité. Il faut aller réécouter donc ce matin sur France Inter Christiane Taubira qui a dit une chose j'avais dit ça il y a quelque temps, je ne sais plus quand exactement dans une de mes vidéos, c'était pas tourné de cette façon-là, mais ça voulait dire la même chose. L'économie ne peut pas être un absolu, une divinité, un veau d'or. J'aurais pas dit mieux, franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas de nous emmerder toujours avec avec l'économie comme étant fondamentale, prépondérante. Je ne suis pas en train de nier l'entreprise, je ne suis pas en train de nier la notion même d'économie. Simplement, l'économie, elle doit être au service de l'être humain et pas être au service du portefeuille des actionnaires, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui me gonfle, moi. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi les actionnaires, ils s'appellent des actionnaires. Parce que s'il y a quelqu'un qu'en branle pas une au sein d'une entreprise, c'est bien l'actionnaire, hein. Donc, je veux dire, actionnaire, étymologiquement, ça viendrait du mot agir. Alors, il va falloir qu'on m'explique en quoi celui qui dirige comment dire, le dirigeant, les cadres, etc., effectivement, eux, ils ont une action. Mais elle est énervante, cette mèche, hein. Ils ont effectivement une action fondamentale au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Mais un actionnaire, il vient à l'Assemblée générale et il vote. C'est tout, hein. Il ramène. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous explique en fait. Les mecs qui ont un portefeuille d'action hyper important. Vous savez comment ils font en fait pour éluder le problème et pour surtout ne pas être gênés au niveau de leur conscience pour le cas où leur entreprise
seraient, comment dire, plus dans le greenwashing que dans la construction du monde de demain, eh bien, ils font une procuration, ils envoient leurs femmes, avec leurs petits jeans blancs et leurs petites... oui, ils sortent du brushing, du coiffeur, etc. Et puis, oh, il me donne une procuration, je vais y aller à sa place. C'est hyper valorisant au sein du couple. Non, mais je ris pas, c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils donnent une procuration à leur femme. Donc évidemment, la greluche qui a juste le compte en banque, et puis qui est pas tellement soucieuse de comment rentre l'argent au sein du foyer, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben évidemment, elle vote n'importe quoi, et puis elle est absolument pas au courant de la façon dont ça fonctionne. Comme je ne le suis pas énormément non plus d'ailleurs, hein, je le reconnais, sauf que moi, je n'ai aucune action nulle part. Ou bien alors on me l'aurait caché, mais ça c'est autre chose, et je ne serais pas au courant. C'est possible, hein. Allez savoir ce qui se trame derrière mon dos, vu qu'on me cache énormément de choses quand même. On me cache énormément de choses, mais bizarrement, si vous voulez, me viennent quand même aux oreilles un certain nombre de choses qui sont quelque part un peu interpellantes. Ouais. Et donc cette histoire de filer une procuration à madame, ça m'avait été glissé dans l'oreille il y a quelque temps, et j'avais trouvé, si vous voulez, au sein du couple, la façon de fonctionner, ça rappelle tout à fait l'histoire de Fillon, vous savez, qui avait embauché sa femme en fait, et la petite Pénélope, la petite Pénélope, donc entre la tarte et ce rôle de femme au foyer, respectable et tout, avait signé, je suppose, au coin de la table, le contrat de travail sans même réaliser ce qu'elle était en train de faire, quoi. Et donc là, vous avez donc dans les actionnaires, vous avez des mecs qui filent la procuration à madame, et c'est madame qui va à l'Assemblée nationale, lapsus révélateur, qui va à l'Assemblée générale signer à la place de monsieur, qui lui a dit pour qui signer, évidemment. Mais en tout cas, si jamais il y a, je sais pas, imaginez qu'il y ait des micros qui traînent, je sais pas moi, un Guillaume Meurice, ou je sais pas, on sait jamais quoi. Au sein, imaginez Élise Lucet qui se pointe avec ses sbires dans une assemblée nationale, une entreprise du CAC 40 aujourd'hui, en plein Covid, et qu'elle tourne le micro à un homme qui a un portefeuille d'actions important et qui lui demande des comptes. Non, on envoie madame. On envoie madame, la greluche de service. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi les actionnaires s'appellent actionnaires et pourquoi une action s'appelle action. Ça tendrait, c'est dingue parce que philosophiquement, ça voudrait signifier qu'il n'y a, comment dire, le fait qu'une action s'appelle une action, ça tendrait à vouloir dire que c'est cette entité qui ne représente que du pognon, parce que c'est ça en fait, ça ne représente que du pognon qui aurait de la valeur. C'est quand même dingue quoi. Un actionnaire, il n'en branle pas une au sein d'une entreprise. Il est là que pour raquer et que pour prendre les dividendes, uniquement pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est interpellant ce que je dis. Reconnaissez que c'est interpellant. Alors donc je répète, hein, mais je pense que je vais en faire un calligramme parce que la formule est extraordinaire. La formule est extraordinaire. L'économie, entendez bien, l'économie ne peut être un absolu, d'accord? Une divinité, un veau d'or. Moi, je rajouterais qu'elle pourrait éventuellement être digne d'intérêt et d'admiration si elle était au service de l'être humain et pas au service du compte en banque des actionnaires de mes deux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voudrais faire une mise au point au sujet des concerts gratuits qui sont offerts sur Internet. En ce qui me concerne, hein, ce qui me concerne. Il se trouve que j'ai ici une qualité de connexion qui n'est pas extraordinaire. Et donc, à chaque fois que je regarde un concert gratuit, le son est bien, mais par contre, au niveau de l'image, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous parler, là, du fait que ce soit tourné dans leur cuisine et tout, ça, c'est pas un souci, hein. Moi, je tourne, là, je mets mon plafond, là, parce que j'ai pas un plafond. Et je tourne là, je me soucie pas de ce que j'ai autour de moi, quoi. Je veux dire, je m'en sortirai pas autrement, j'ai pas que ça à foutre non plus, hein. Je suis toute seule à me démerder avec mon ordinateur, donc je fais comme je peux. Et c'est pas du tout de l'environnement dont je parle ou de la façon dont ils sont sapés ou quoi que ce soit, c'est qu'au niveau des pixels et tout, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est vraiment moche parce que j'ai une résolution, je cherchais le mot, une résolution d'image qui n'est pas satisfaisante. Donc en fait, quand il y a un concert gratuit sur France Inter ou ailleurs, je suis mieux d'avoir que le son, quasiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Mais je reconnais que j'en ai pas suffisamment parlé encore. Je vais y revenir. Alors, j'avais envoyé un message à Macron ou à Édouard Philippe, je sais plus, enfin, au sujet de l'éventuelle sortie de déconfinement. Donc j'avais proposé un certain nombre de trucs. Je vais leur envoyer un message dans la journée pour compléter un truc un peu auquel j'ai pensé. Quelques trucs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'avais commencé ma vidéo pour parler des enfants. Et je me soucie, moi, particulièrement du décrochage scolaire en temps normal. Donc là, évidemment, je l'avais dit à ma fille, de toute façon, qui est enseignante aussi, elle est prof d'anglais. Et je lui avais dit, tiens, je lui ai dit, tu vas voir un peu, je lui ai dit, il va y en avoir qui vont rester sur le carreau, comme c'est pas permis, quoi. Parce que moi, évidemment, si vous voulez, je me mets, moi, à la place des élèves concernés. Moi, je suis un échec scolaire sur pied. Hein. Bon. Moi, je suis dyslexique. Et donc, je suis toujours, malheureusement. C'est une des raisons pour lesquelles je lis si peu. Le souci réside dans le fait que quand on est dyslexique, vous avez des enfants, par exemple, qui sont beaucoup plus sensibles à l'oral qu'ils ne sont sensibles à l'écrit. Donc, partant de là, si vous voulez, dès l'instant qu'ils vont s'être retrouvés tout seuls devant leur ordinateur et qu'ils n'ont plus la personne, ça va être terrible, quoi. Voilà. Alors, comment faire? Moi, je propose un truc. Je propose à l'Éducation nationale qui crée un numéro vert, axé uniquement sur le décrochage, et que ce numéro vert, sur ce numéro vert, on puisse proposer des adultes qui coachent le gamin. Je ne suis pas en train de prétendre que ce coaching serait, comment dire, émanerait de professeurs. C'est pas du tout le cas, justement. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une personne qui prenne, il faut que, de toute façon, c'est valable pour n'importe quel soutien psychologique qui se fait par Skype, etc. Il faut que des bénévoles puissent prendre en charge 2 ou 3 décrocheurs seulement, par bénévole. Je m'explique. L'objectif, c'est de créer un lien entre les parents, le gamin qui décroche et la personne en question. Et qu'ils se parlent sur Skype ou sur Internet, mais pas uniquement pour parler justement du décrochage. C'est hyper important. Parce que c'est en dédramatisant qu'on peut faire bouger les choses. Et puis quand même, il faut quand même dire les choses. Il va y avoir un monde après tout ça quand même. Hein. Ce monde-là, il y a des gens qui travaillent à le construire déjà. Moi, je n'ai que le brevet des collèges. Évidemment, pour des parents, c'est rageant de voir que leur gamin décroche. Mais c'est un peu comme les violences conjugales, etc. La crise, elle sert de révélateur. Donc vous avez des enfants, en fait, qui auraient décroché peut-être dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, qui, pour le coup, décrochent là pendant la crise. Ce que je veux dire là, c'est que il ne faut pas non plus voir les choses plus noires qu'elles ne sont. Ces enfants-là, à un moment, ils vont croiser quelqu'un, ça sera peut-être moi, sait-on jamais, par une vidéo, par un bouquin, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, par différentes façons. Ces gens-là, à un moment, ils vont croiser quelqu'un qui va déclencher quelque chose. Ce quelqu'un qui est susceptible de déclencher quelque chose, statistiquement, évidemment, moins il a de diplôme, mieux c'est. L'idéal, en fait, pour travailler sur le décrochage, ce sont des gens qui ont décroché eux-mêmes. Parce que les gens qui ont décroché eux-mêmes, quel que soit l'âge qu'ils aient, ils sont davantage susceptibles de comprendre la psychologie du potentiel décrocheur que quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous pouvez prendre n'importe quel neuropsychiatre, n'importe quel professeur, etc. À partir du moment où il n'a pas vécu ce que c'est que de vivre avec un complexe d'infériorité dû à un cursus scolaire qui ressemble plus à un fiasco qu'à autre chose, eh bien il est beaucoup moins susceptible d'être entendu par le gamin. C'est ça le problème. Donc il faudrait que Blanquer crée un numéro vert et que sur ce numéro vert, il y ait des adultes qui aient vécu l'échec scolaire, qui puissent eux-mêmes coacher ces enfants-là. Ils ne sont pas perdus, ces enfants-là, d'accord? Ils ne sont pas perdus.
il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, en fait, le gros travail qu'il va y avoir à faire maintenant se résume dans ce qu'on appelle la réorientation, etc., etc., les formations professionnelles, etc. C'est ça le problème. Et alors, il y a un point, moi, sur lequel que je vais développer, enfin, j'espère qu'on va m'en donner la possibilité dans la réalité. Moi, j'avais suivi des stages il y a quelques années, enfin, c'était pas des stages, c'était des... il y a des trucs comme Viens voir mon taf. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Viens voir mon taf. C'est une association qui avait été montée et c'était exactement ça. C'est-à-dire que au lieu d'être dans des théories, est-ce que tu aimerais bien faire tel boulot ou tel autre, on disait, bah, écoute, on a l'occasion pendant 15 jours, 3 semaines, de venir vraiment bosser avec et que tu découvres vraiment telle profession. Et ça, c'était un truc qui était vraiment excellent. Et il faut absolument multiplier ça. Moi, j'avais fait ce qu'on appelle du woofing. Alors le woofing, c'est un terme qui vient des États-Unis, mais il faut trouver une équivalence française. J'avais fait ça chez un agriculteur qui s'appelle Monsieur Néel, assez proche de Niel effectivement, Monsieur Néel, qui est en Basse-Normandie du côté de Bayeux, qui élève des cochons de Bayeux d'ailleurs, agriculteur bio, ferme auberge où il vendait la viande. Donc ces cochons bio partaient à l'abattoir, récupéraient ces cochons, il avait BEP, CGC, AP de charcutier et tout, il préparait toute sa viande, etc., dans les normes de sécurité et tout. Et puis auberge et tout, enfin vous voyez le truc. Le truc vraiment super. Et donc j'étais restée là-bas une quinzaine de jours. C'était absolument génial, quoi. Vraiment génial. Alors évidemment, moi, comment dire, je dénotais considérablement parce qu'évidemment, j'avais quoi, 45, ça avait la cinquantaine, quoi. Oui, 45, 50 ans. Alors que le woofing, généralement, ce sont des jeunes. Mais alors le principe du woofing, je vais vous expliquer, c'est que le principe, c'est que vous travaillez pendant 3 heures ou 4 heures pendant la matinée, d'accord? Vous n'êtes pas rémunéré du tout. L'après-midi, vous l'avez entièrement pour vous. Mais en contrepartie, vous êtes logé et nourri. Donc ça ne coûte absolument rien d'aller le faire. Alors, c'est hyper important parce que le principe du woofing, si vous voulez, c'est que quelqu'un, par exemple, une femme au foyer, qui est en train de péter les plombs, qui va plus du tout, vous voyez ce que je veux dire? Ou qui prend sur la gueule, enfin, qui est frappée par son mari, etc. On la prend et on lui propose ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être proposé à un père qui sent qui va lever la main. Ça peut être proposé à un jeune qui ne sait plus où il en est. Ça peut être proposé à un retraité qui ne sait plus où il en est. Ça permet de sortir la personne complètement de son contexte où il est et où il est en souffrance et justement d'observer la vie sous un angle complètement différent. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça en est maintenant. Le problème, c'est qu'à l'époque, moi, ça n'était pas extrêmement bien encadré. Donc, j'avais fait 15 jours là et j'avais fait 15 jours chez une autre personne où ça s'était moins bien passé. Mais ça s'était pas mal passé, mais ça s'était moins bien passé. Bon, il faut trouver un moyen de mettre sur pied quelque chose d'équivalent au woofing et qui soit mieux encadré. Éventuellement, qui soit encadré par des gens, moi, j'aimerais bien m'en occuper parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et ça permet surtout de dédramatiser et d'observer qu'on peut voir la vie sous un angle complètement différent. Et en ce sens, pour moi j'y crois énormément. Dans le cas de décrocheurs, par exemple, je suis absolument certaine que ça aiderait considérablement. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, les parents, ils sont dans une optique extrêmement monolithique d'un avenir qu'ils considèrent comme tout tracé pour leurs gamins. Alors évidemment, ils sont un peu paumés, et ça, je peux comprendre. Alors, donc le site en question, il faut retourner voir, aller réécouter sur France Inter Léa Salamé, c'est un site de pédopsychiatrie, et donc il y a tout un tas Ça a été mis sur pied dès le départ du confinement apparemment, et donc vous pouvez appeler là-bas, et puis on vous donnera des conseils. Voilà. Mais moi je pense que Blanquer devrait mettre sur pied un numéro vert destiné uniquement au décrochage, et que des bénévoles qui aient connu l'échec scolaire, de préférence, au moins en partie dans leur cursus scolaire, euh, euh, se portent bénévoles pour pouvoir les soutenir. Mais il faut surtout que ce soit toujours la même personne qui les suive. D'accord? Moi, j'avais proposé mon aide sur Facebook et ça y est, j'ai une étudiante à Mont-Saint-Aignan avec qui je suis en relation et avec qui je vois, qui est venue faire ses études en France.
et qui est donc séparée, qui a plus personne et qui est toute seule, comme une andouille à Mont-Saint-Aignan. Donc, ben, elle est en panne avec son ordinateur, donc je vais l'aider, je vais la soutenir et je maintiens le lien avec elle. Voilà. J'en ai qu'une, hein. Mais je fais plein d'autres choses aussi, donc on ne peut pas être partout à la fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, Au sujet du bac de français, je suis allée relire. Oui, j'aurais pu réagir plus tôt, c'est vrai. Mais je peux pas, je suis pas toujours très opérationnelle, parce que ça m'arrive aussi de pas aller très bien, comme tout le monde, cette période de confinement, parce que moi, si je peux pas aller au café pour voir des gens, j'ai un peu de mal, hein, quand même, hein. Bon, mais je fais avec. Moi, je pense que de maintenir le bac de français en première, c'est une erreur. Alors évidemment, je suis allée lire un article là où il est expliqué que au sein du ministère de l'Éducation nationale, on considère que c'est l'occasion ou jamais pour ceux qui sont bons à l'oral de tirer leur épingle du jeu. Sauf que malheureusement, le conditionnement social fait que les jeunes qui sont dans les banlieues, le complexe d'infériorité intellectuelle qu'on a, je rappelle qu'un complexe d'infériorité intellectuelle, ça ne signifie pas qu'on est inférieur, ça signifie qu'on pense l'être, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr qu'on ne l'est pas, mais on a le sentiment de l'être, de façon inconsciente. Et ce blocage, il ne peut pas se débloquer comme ça. D'accord? Et donc, quand ils prétendent que ça va jouer en faveur de ces enfants-là, c'est de la connerie. C'est absolument faux, ça. C'est absolument faux. Moi, je me souviens, dans la classe où j'étais au collège à Catherine Bernard à Barentin, je me souviens très bien que tous ceux qui venaient des milieux, ou qui étaient soit enseignants, qui étaient donc des milieux extrêmement favorisés, sur tous les gens qui intervenaient, sur 6 personnes qui intervenaient à l'oral, euh, j'étais la seule, moi, à la ramener, hein. Les 4 ou 5 autres, ils venaient tous de milieux favorisés. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire par là que tous ceux qui viennent de milieux défavorisés, ce complexe d'infériorité, il les encombre et il les entrave aussi à l'oral, autant à l'oral qu'à l'écrit. Tel que c'est argumenté au sein de l'éducation nationale, ça ne les entraverait que à l'écrit. C'est faux. Ça les entrave autant à l'oral qu'à l'écrit. C'est une connerie, ça. Puis de toute façon, il faut suivre les profs. Les profs ont demandé à ce que ce soit supprimé, ils préfèrent que ce soit supprimé. Ils sont infiniment mieux placés que Blanquer pour déterminer si c'est bien, si c'est un bien ou pas de maintenir le bac de français en première. Moi, je pense que c'est une erreur. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, pour aujourd'hui. Voilà. Bonne journée à tous. J'ai toujours du mal parce que j'ai installé mon téléphone dans un petit